Donc, je vais dire 3 séries de choses à propos du CFA, l'histoire, l'économie et la politique. Denis fera notamment le lien avec l'euro, ce qui va nous donner un bon cadrage pour les échanges à venir. Bon, l'histoire du CFA, on en sait de plus en plus. Il y a un ouvrage qui vient d'ailleurs de sortir d'un de nos amis sénégalais, Ndongo Sylla, avec une journaliste française, Fanny Pigeot, aux éditions La Découverte, intitulé L'arme de chantage de la France-Afrique, et en sous-titre, c'est une histoire du franc CFA. C'est un ouvrage très complet. Donc, pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire du CFA, en plus de ce qui existe déjà, les 3 tomes de l'histoire de l'Union monétaire ouest-africaine que la BCEAO a publié en 2000, les mémoires de Robert Julien, le premier directeur de la Banque centrale, des États d'Afrique de l'Ouest, donc on appellerait aujourd'hui gouverneur, le premier gouverneur, donc intitulé 30 ans d'Union monétaire ouest-africaine. Et puis, notre ouvrage auquel Denis a eu la gentillesse de contribuer, paru en octobre 2016, intitulé « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire ». Le sous-titre, c'est « À qui profite le franc CFA ». Et donc, tous ces éléments bibliographiques montrent l'intérêt grandissant que cette question du CFA suscite. Puis, pardonnez-moi, j'ai oublié l'ouvrage de référence de notre maître à tous, Joseph Twingyang Kwemi, Monnaie, servitude et liberté, la répression monétaire de l'Afrique, qui a été un ouvrage fondamental. Merci. Donc, il y a deux éléments principaux lorsqu'on parle de l'histoire du CFA. Il y a l'histoire de la monnaie elle-même et l'histoire de la zone franc. Ce n'est pas la même histoire, mais il y a une grande convergence entre ces deux histoires. L'histoire de la monnaie, on peut la dater de l'abolition de l'esclavage, donc le 27 avril 1848, et la création 5 ans plus tard de la Banque du Sénégal en 1853. C'est-à-dire qu'au moment de l'abolition de l'esclavage, conformément au Code noir, il y a eu une discussion pour savoir s'il fallait indemniser les propriétaires d'esclaves ou non. Et comme on considérait que les esclaves étaient des biens meubles, on a accepté le fait d'indemniser les propriétaires d'esclaves. Et donc c'est avec les fonds de ces indemnités que ces propriétaires ont créé la Banque du Sénégal, qui deviendra en 1901 la Banque de l'Afrique de l'Ouest, qui est l'ancêtre de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui, elle, viendra après la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'histoire du CFA est une histoire qui est quand même liée à l'esclavage et à la colonisation, mais de manière quasiment ontologique. L'histoire de la zone, elle est différente, parce que les zones d'arrangement monétaire, que ce soit pour l'Angleterre que pour la France, sont nées dans la perspective de protéger un marché, de créer un marché captif dans le contexte de la crise des années 30, des années 1930, même si formellement elles ont été créées bien avant. Et en Afrique, c'est d'abord l'Angleterre avec la zone d'arrangement monétaire d'Afrique de l'Ouest dès 1913. Donc 26 ans avant la zone franc qui ne naîtra qu'en 1939. Et ensuite, en 1919, vous avez la zone d'arrangement d'Afrique de l'Est. Et tout ça va converger vers la zone sterling. La zone franc, elle naît en 1939. Et ce qu'on peut d'ores et déjà dire qui va faire la grande différence entre la zone sterling et la zone franc, c'est que dans la zone sterling, vous aurez deux acteurs.
les banques centrales nationales et la Banque centrale d'Angleterre, la Banque d'Angleterre. Donc la gestion de la monnaie va être une affaire entre banquiers centraux. Chaque État aura sa monnaie et conformément à la doctrine de David Ricardo, on ne joue pas avec la monnaie, ça va être des currency bonds, ce qu'on appelle des régimes de caisse d'émission. On n'émet pas plus de monnaie qu'on a d'équivalent sous forme de réserve de change. Dans le système français, il y aura 3 acteurs. Il y aura les banques centrales, donc la Banque de France, les banques centrales des 2 zones, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, mais il y aura aussi le Trésor français, donc le ministère des Finances. Et cette spécificité française va expliquer un certain nombre d'immixtions du politique dans la gestion monétaire et des réactions qu'on pourrait qualifier de disproportionnées au niveau des chefs d'État francophones lorsqu'on compare aux réactions qu'on a eues ou qu'on n'a pas eues justement en Afrique anglophone. Et donc, il y a 2 philosophies qui expliquent un peu les différences de conception des choses. C'est la doctrine de l'assimilation versus la doctrine de la responsabilité. Okay. Donc, dans les colonies britanniques, le deal, si je puis m'exprimer ainsi, ça a été la doctrine de la responsabilité. Vous gérez votre monnaie et vous prenez la responsabilité. Dans le système français, ça va être la doctrine de l'assimilation. Donc, ce qui va expliquer pourquoi des gens comme Senghor, des gens comme Houphouët, mis sous la 4e République en France, vont vouloir, après les indépendances, garder des liens particuliers avec la France. Et donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 26 décembre 1945, le franc CFA est créé, mais pour des raisons qui n'étaient absolument pas idéologiques. C'est-à-dire que la France devait transmettre au Fonds monétaire international ses taux de change avec le dollar et la livre sterling. Parce qu'on venait de créer le FMI, les accords de Bretton Woods, un an auparavant, et il fallait indiquer au FMI, puisqu'on était dans des régimes de taux de change fixe, la parité entre le franc français et le dollar américain. Il se fait que durant la Seconde Guerre mondiale, le taux d'inflation a été beaucoup plus important en métropole que dans les colonies. Et à ce moment-là, le principe d'unicité monétaire entre la métropole et les colonies n'avait plus de sens économique. Parce que à partir du moment où le taux d'inflation était beaucoup plus élevé en métropole que dans les colonies, les économistes du Trésor français ont estimé qu'il ne fallait pas pénaliser l'activité économique dans les colonies et donc qu'il fallait dissocier la monnaie des colonies de celle de la métropole. Et c'est pour ça qu'au moment où on crée le franc CFA, un franc CFA valait 1,70 francs métropolitains. C'est-à-dire que le franc CFA était plus fort que le franc français, puisque le taux d'inflation était beaucoup plus faible dans les colonies que dans la métropole. Et donc, c'était quelque chose de purement mécanique. Il n'y avait pas d'idéologie derrière, il n'y avait même pas eu de débat en 1945. Okay. Donc ensuite, l'Agence française de développement, son ancêtre, qui durant la Seconde Guerre mondiale a joué le rôle d'institut d'émission en Afrique centrale et vers la fin de la guerre en Afrique de l'Ouest, va demander que les banques centrales qui devaient être créées aient leur siège à Paris pour s'assurer que les fonctionnaires du ministère français d'Outre-mer ne soient pas trop laxistes et qu'ils ne soient pas tentés de faire jouer à la monnaie le rôle qu'elle n'est pas censée jouer. C'est pour ça qu'en 1955, quand on crée l'Institut d'émission de l'AOF et du Togo et l'Institut d'émission de l'AEF et du Cameroun, on a mis les sièges à Paris pour que le Trésor ait la haute main sur cette affaire.
Et ce qui se passe en 1959, c'est que ces instituts d'émission deviennent les banques centrales que nous connaissons à l'heure actuelle. Et juste au moment des indépendances, on a décidé de faire ce qu'on a appelé l'Union monétaire ouest-africaine en mai 1962 pour sanctuariser, si je puis dire, la pérennité de la relation France-Afrique sur le plan monétaire après les indépendances. Alors là, c'est intéressant parce que le débat qui n'a pas eu lieu en 1945, il a lieu en 1960, au moment des indépendances. Vous avez des gens comme Sékou Touré, pour la Guinée, qui disent en 1958, au moment du nom au général de Gaulle, il nous faut peut-être aller vers la monnaie guinéenne. Mais Sékou Touré n'a jamais été très clair là-dessus. Il disait, oui, on va rester dans la zone franc, mais peut-être que... Et donc, c'est finalement en janvier 1963 que Sékou Touré se décide à sortir de la zone franc. Vous avez Sylvanus Olympio au Togo, qui disait exactement la même chose. Bon, le Togo, c'était un peu différent parce que le Togo n'a jamais été colonie française. Donc, comme le Cameroun, c'était l'ancienne colonie allemande qui était sous mandat français de la Société des Nations, puis de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, il y a eu un fonctionnaire français des Nations Unies, Jean Denizé, qui a produit un rapport en 1959 sur la possibilité ou non pour le Togo d'avoir sa propre monnaie. Puisque dès le référendum d'avril 1958, on savait que le Togo devait accéder à l'indépendance 2 ans plus tard. Et donc le rapport Denizé de 1959 disait « le Togo peut avoir sa monnaie ». Et ce rapport va beaucoup inspirer Sylvanus Olympio. On reviendra dans les discussions. Il y a un de nos aînés qui est spécialiste de cette période dans la salle, c'est Peter Godwin, que je salue. Et donc, le Togo devait créer sa monnaie. Les statuts de la Banque centrale sont sortis au journal officiel de janvier 1963 et quelques jours après, Sylvanus Olympio est assassiné. Ce fut le premier coup d'État militaire en Afrique post-indépendance. Le Mali, c'est également un cas très intéressant parce que Modibo Keïta, le père de l'indépendance malienne, signe le traité de l'Union monétaire ouest-africaine de 1962, mais l'Assemblée nationale malienne refuse de ratifier le traité. Ce qui oblige le Mali à sortir de la zone franc en juillet 1962. Et donc, on pourrait multiplier les exemples, mais ce que je veux dire par là, c'est que dès ces années 60, on voyait quand même les lignes de fracture au sein de la zone franc. Lignes de fracture qui vont être encore amplifiées au début des années 70, quand la Mauritanie, en novembre 72, et Madagascar, en juin 73, décident à leur tour de sortir de la zone. Et ce qui se passe en 72-73 est très intéressant parce que le premier qui a lancé la fronde, c'était le président du Niger, Amani Diori. Et donc, pour calmer la fronde, Georges Pompidou envoie Giscard pour calmer les gens en Afrique centrale, parce que Tombalbaye du Tchad semblait vouloir sortir de la zone, et Pompidou lui-même se déplace en Afrique de l'Ouest. Et donc, bien avant Macron, il y a eu le discours de Ouagadougou de novembre 72 que Pompidou a prononcé pour calmer les chefs d'État africains. Et quelques jours après, il va à Lomé et le général Eyadema fait sa sortie contre le CFA. Et tout ça fait que, dès son retour à Paris, Pompidou va dire, bon, les Africains semblent de plus en plus mécontents, il faut toiletter tout ça. Et donc, on va faire l'africanisation des cadres. Jusque-là, la plupart des cadres étaient français. Les sièges, comme je l'ai dit, étaient à Paris. Donc, les sièges vont être transférés en Afrique, à Dakar pour la BCAO et Yaoundé pour l'Afrique centrale, pour la BEAC.
Et puis, on va créer les banques de développement, notamment la BOAD. Et la petite histoire dit que c'est du fait des propos des ADEMA que Houphouët et Senghor ont décidé que la BOAD aurait son siège à Lomé, la banque de développement, parce qu'il y avait une concurrence entre le Bénin, le Niger et le Togo là-dessus. Mais tout ça pour dire, et je m'arrêterai là pour la partie historique, pour dire qu'il n'y a jamais eu de calme dans cette affaire monétaire. Peut-être que ces affaires n'ont jamais été médiatisées comme elles le sont aujourd'hui, mais il y a toujours eu des débats, mais de vrais débats. Là, je vous ai fait grâce des débats internes à la France, puisque un des anciens patrons de la Société d'économie politique, Émile Miro, disait dès 1953 qu'il fallait faire sauter le verrou de la fixité du change entre la métropole et les colonies, parce que le risque, c'est d'avoir une stabilité artificielle du franc CFA qui ne serait au fond qu'une illusion administrative. Et donc, il y avait de vrais débats intra-français sur cette question. Et ça m'amène au dossier économique. Moi, de formation, je suis économiste, donc c'est par l'économie que je suis rentré dans cette affaire de CFA. Mais à partir de 4 éléments que je rappelle souvent, qui font qu'à mon avis, le dossier doit être ouvert. Le premier élément, c'est que les pays de la zone franc n'échangent pas beaucoup entre eux. La part des échanges intracommunautaires est inférieure à 15%. Or, un des intérêts, lorsque vous partagez la même monnaie, c'est d'échanger entre vous. Mais comme nous sommes restés dans l'insertion primaire au sein du commerce international, donc on exporte des matières premières, nos pays sont plus substituts que complémentaires. Et donc, là, c'est intéressant de voir une monnaie qui a 73, 75 ans, mais qui n'a pas engendré de processus de création de commerce. Donc là, je suis un peu subtil. Je ne dis pas que c'est à cause du CFA que les pays n'échangent pas entre eux. Je dis que la présence du CFA n'a pas impulsé de dynamique de commerce intra-régional. Bon, la zone euro, c'est quand même 60% de part du commerce intra-régional. Pour vous donner un ordre de grandeur, compte moins de 15% en zone franc. Deuxième élément qui me paraît intéressant, c'est la question de la compétitivité. Sur longue période, le CFA apparaît comme une monnaie surévaluée. Quand on fait tous les calculs de mésalignement du taux de change, on voit que le CFA est plus fort que ce que pourrait laisser croire le niveau des fondamentaux de l'économie réelle en zone franc. Et cette force du CFA a des effets pervers. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la compétitivité des filières coton. Et l'élément central, c'est l'effet taux de change, puisque la monnaie du commerce international, c'est le coton, mais les intrants sont en CFA. Et donc, quand le dollar baisse par rapport à l'euro, on se rend compte que les marges bénéficiaires des sociétés cotonnières baissent à due proportion. Et j'ai fait avec des collègues du CIRAD il y a une dizaine d'années une comparaison entre le Mali, le Brésil et les États-Unis, donc les filières cotonnières de ces 3 pays. Et la filière la plus compétitive est celle du Brésil. Et c'était vraiment l'effet taux de change, la capacité du Brésil à manipuler le réal, leur monnaie. Sur la productivité physique, il n'y avait pas de différence notable. Mais l'effet taux de change était très important. Troisième élément de l'agenda économique, c'est la question du financement des économies de la zone franc, ou plutôt du sous-financement des économies de la zone franc. Vous avez dans la zone franc un ratio crédit sur PIB qui est de 23%, qui est très faible quand vous comparez à la zone euro où on est à 100%, ou même aux États-Unis où on est à plus de 300%. Ça veut dire que les économies réelles ne sont pas irriguées par le financement. Et quand vous voyez les taux d'intérêt, ils sont supérieurs à 2 chiffres. Okay. Vous ne pouvez pas emprunter
en Afrique, zone franc à moins de 10, 12, 14%. C'est pas possible. Okay. Et ça, c'est un vrai paradoxe parce que normalement, quand vous avez une monnaie forte et une stabilité des prix, ce qui est le cas en zone franc, il n'y a pas de risque de perte en capital pour le prêteur. Donc, normalement, sa prime de risque doit être proche de zéro. Ce qui explique qu'en zone euro, avec les mêmes caractéristiques, on a des taux d'intérêt proches de zéro. Négatif. Voilà. Et en zone franc, nous avons des taux d'intérêt à 2 chiffres. Donc, ça veut dire que nous ne profitons pas des effets positifs escomptés de cette fameuse stabilité qu'on vend systématiquement quand les gouverneurs des banques centrales s'expriment, ou même quand les autorités françaises s'expriment. On nous parle d'une zone stable, mais c'est une stabilité qui nourrit l'instabilité du secteur réel via le rationnement du crédit. Vous allez me dire pourquoi ces taux sont aussi élevés. En fait, c'est parce que, comme nous ne produisons pas grand-chose dans la zone franc, nous importons beaucoup. Donc, quand on ouvre les vannes du crédit, il y a la sortie de devises pour payer les importations. Et quand vous n'avez plus de devises, vous êtes obligé de dévaluer votre monnaie. Et donc, pour éviter le risque de dévaluation, on contraint le crédit. Ça veut dire que le choix implicite qui est fait, c'est l'arrimage à l'euro, plutôt que le financement des économies réelles de la zone franc, avec les conséquences dramatiques que vous connaissez, l'absence d'investissement, l'absence de croissance, l'absence d'emploi. Okay. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il y a un choix délibéré de s'accrocher à la zone euro parce que il y a un certain nombre d'avantages que je vais rappeler, avantages en guillemets, bien sûr, pour la caste rentière qui bénéficie du CFA. Et puis, quatrième et dernier point qui mérite qu'on ouvre le dossier, mais je laisserai Denis en parler tout à l'heure, c'est le fait que nos banques centrales n'aient aucun objectif de croissance. Leur seul objectif, c'est la lutte contre l'inflation. Et la zone UEMOA a un taux d'inflation actuellement. Et puis leur intérêt personnel. Oui, bien sûr, de 1% à peu près. Okay. Et donc ça, c'est un élément qui fait que nous, on a fait des études économétriques qui montrent qu'à tout le moins, nous devrions avoir comme cible d'inflation un taux d'inflation de 8% à peu près, par rapport aux caractéristiques structurelles de la zone. En tout cas, jusqu'à 8%, il n'y a pas d'arbitrage inflation-croissance en tant que tel dans la zone UEMOA. On pourrait en reparler. Et donc, qu'est-ce qui fait finalement l'attractivité de cette monnaie, et je finirai après par les aspects politiques, c'est les 4 principes de la zone franc. Donc, la fixité du change entre CFA et euro. Deuxième principe, la totale garantie de convertibilité entre le CFA et l'euro. Donc, quand vous avez du CFA, vous avez de l'euro, en fait. La preuve, quand vous allez à Dakar, Lomé ou Cotonou, vous faites vos dépenses en euros sans problème. Et quand vous voulez quitter ces pays, vous avez vos euros sans aucun problème non plus. Et troisième élément, c'est la libre circulation des capitaux entre la zone franc et la zone euro. Ça veut dire que si vous faites des bénéfices en CFA, vous pouvez les rapatrier sans coût de transaction vers la zone euro. Ça, c'est du pain béni pour les grands groupes occidentaux qui font du business en Afrique. Et pour un pays comme la Guinée équatoriale, la moitié de la richesse créée chaque année ressort pour payer la propriété du capital. Et donc, vous allez voir un pays dans lequel il y a beaucoup d'activités économiques, mais en fait, le panier de la ménagère, il est toujours troué parce que l'argent repart. Donc, le revenu national brut de la Guinée équatoriale n'est que de 47% du PIB de la Guinée équatoriale. Et quatrième principe, c'est la centralisation des réserves de change. Chaque zone centralise les réserves de change
et ensuite dépose au moins la moitié des réserves de change auprès du Trésor français en contrepartie de la garantie que donne la France sur la parité fixe entre le CFA et l'euro. Et donc, pour finir, troisième partie, cet élément de garantie fait couler beaucoup d'encre et renvoie finalement à la partie peut-être la plus sensible de ce dont nous parlons, la partie symbolique. C'est-à-dire qu'il y a des éléments du franc CFA qui font que la jeunesse africaine, qui a une forte demande d'émancipation, revendique la remise en cause de cette monnaie. Premier élément, les billets de banque qui ne sont fabriqués qu'en France. Donc, vous avez 162 millions d'habitants dans la zone franc, mais aucun ne sait comment les billets sont fabriqués, où les billets sont fabriqués, qui les fabrique, et si d'aventure il y avait un souci un jour, comment ces économies continueraient d'être irriguées par les billets de banque. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de pédagogie sur la question de la fabrication des billets, c'est un point important. Et il n'y a qu'une usine en France où on fabrique les billets, c'est à Chamalières vers Clermont-Ferrand. Et les pièces sont fabriquées à Pessac en Gironde. Donc ça, c'est un point qui pose problème. La dénomination franc CFA, donc au départ, c'était quand même le franc des colonies françaises d'Afrique. Ça pose aussi problème parce que le fait d'avoir changé cela en disant franc de la communauté financière africaine pour l'Afrique de l'Ouest et franc de la coopération financière africaine pour l'Afrique centrale, on voit bien que ce qui était en jeu, c'est le maintien de l'acronyme CFA. Puisque dans cette fameuse communauté financière africaine, il n'y a pas, que je sache, que des pays francophones. La capitalisation boursière du seul Nigeria dépasse peut-être celle de tous les pays de la zone franc réunie. Donc on voit bien que l'idée c'était de garder l'acronyme CFA. Or, ce n'est pas neutre parce qu'une des premières fonctions de la monnaie, c'est d'être l'unité de compte. Ce n'est pas pour rien que les Français ne comptent pas en dollars ou que les Japonais ne comptent pas en euros. Okay. La monnaie renvoie à la souveraineté et le nom que vous donnez à votre monnaie n'est pas neutre. Et donc, ça, c'est le deuxième point qui, me semble-t-il, justifie un peu sur le plan politique, sociétal, les mouvements qu'on a à l'heure actuelle. Le troisième point, c'est les réserves de change. On ne sait pas trop. Il y a un compte qui s'appelle le compte d'opération, dans lequel ces réserves de change sont versées. Et ce compte est rémunéré. Mais on ne sait pas quel est le montant de la rémunération. Bon, nous, on le sait parce qu'on s'intéresse à la question. C'est la facilité de prêt marginal. Aujourd'hui, on doit être autour de 0,25, mais il y a une clause qui dit qu'il ne faut pas rémunérer en deçà de 0,75. Mais qu'est-ce qu'on fait des intérêts générés par ces réserves de change? Le grand public ne sait pas. Nous, on sait que ça finance en partie la trésorerie des banques centrales. Pourquoi est-ce que on est passé de 100% au départ de dépôt à 65%, puis à 50%? Et pourtant, les fondamentaux économiques ne s'améliorent pas. Et donc, quelle est la rationalité qu'il y a derrière cette exigence de dépôt d'au moins 50% des réserves de change? C'est une question qui alimente énormément de fantasmes parce que justement, elle n'est pas posée de manière claire avec les réponses qui devraient être données. Et me semble-t-il, ça explique pourquoi on a ces difficultés. Quatrième élément politique, c'est qu'on a l'impression, quand on compare aux pays, notamment anglophones d'Afrique, que la protection qu'offre la France par rapport à la question du CFA est une garantie contre les erreurs de gouvernance des chefs d'État africains. Et donc,
cette garantie qu'offre Paris via le CFA est une assurance tout risque pour le maintien de chefs d'État illégitimes au pouvoir. Et ça, c'est un élément qu'on ne peut pas négliger, parce que ça voudrait dire que le compte d'opération, petit à petit, serait en train de trahir sa fonction originelle, qui est d'être un mécanisme d'assurance contre les chocs exogènes, notamment liés au cycle de matières premières. Donc petit à petit, il devient, ce compte d'opération, un mécanisme de garantie contre la mauvaise gouvernance des chefs d'État africains. Je dis ça parce qu'au Ghana, le président qui est parti en novembre 2016, il a été sanctionné pour l'essentiel parce que la monnaie ghanéenne, le cedi, avait perdu 40% de sa valeur en un an. Et donc, pour le citoyen ghanéen lambda, une monnaie qui s'effondre, ça veut dire que le pays est mal gouverné. Et donc, la sanction est tombée dans les urnes. Et donc, à ce moment-là, le taux de change devient un indicateur de la qualité de la gouvernance. Et le fait qu'il soit exogène dans la zone franc entérine le fait, finalement, qu'il n'y a pas une capacité des peuples à sanctionner leurs dirigeants sur des fondamentaux macroéconomiques. Et je crois que tous ces éléments, mais on pourra en parler dans les discussions, justifient au moins en partie tous les mouvements qu'on a anticipés à l'heure actuelle. Je vais m'arrêter là.